Chers internautes, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs de 25 minutes pour éclairer, bonjour. Euh, Nous voilà aujourd'hui sur le plateau avec comme invité M. Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Océan Greenpeace Afrique. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Donc pour ce quatrième numéro de 25 minutes pour éclairer, on aura l'occasion de visiter des thématiques relatives à la pêche, mais surtout le lien entre la pêche et la question de l'immigration clandestine qui secoue depuis, je pourrais dire, quelques années nos pays, les pays africains, dont le Sénégal et ses pays voisins. Donc pour M. Ndiaye, comme je l'ai dit tantôt, c'est chargé de campagne Océan au niveau de Greenpeace Afrique, mais quand même c'est une expérience riche de 30 ans dans le secteur de la pêche, plus précisément les activités de pêche et de mareyage. M. Ndiaye, c'est aussi dans l'organisation. Dans l'organisation, pour avoir été membre fondateur du CLPA, du comité local pêche artisanale de Ngaparou, mais aussi sur le plan national, M. Ndiaye est aussi un des responsables du secteur de la pêche les plus actifs. Donc aujourd'hui, nous avons en face de nous un acteur dans ce secteur qui connaît aussi bien la pêche en tant qu'activité, la pêche en tant qu'économie et la pêche en tant qu'activité sociétale. Aujourd'hui, d'abord, M. Ndiaye, j'aimerais que vous me vérifiez un peu, chargé de campagne Océan Greenpeace Afrique. De quoi ça retourne? Merci beaucoup et bonjour à tous les internautes et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le chargé de campagne Océan, c'est un poste qui est là pour faire la campagne, comme on le dit. Mais c'est une campagne qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le chargé de campagne doit mener aussi des campagnes pour la protection des ressources marines au bénéfice des communautés de pêcheurs, aussi bien du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie, du Ghana, donc de toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest. En dehors de ces communautés de pêcheurs aussi, faire la campagne pour que les populations de l'Afrique de l'Ouest puissent avoir accès à cette ressource qui est assez importante en Afrique de l'Ouest, qui est le poisson. Donc voilà ce que représente le chargé de campagne que je suis au niveau de Greenpeace. Et je suis là-bas maintenant depuis 5 années. Et depuis ces 5 dernières années quand même, je contribue avec ma modeste connaissance que j'ai à la protection des ressources marines au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Ndiaye, comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce qu'on pourrait considérer comme une recrudescence de la question relative à l'immigration clandestine. Des centaines, des milliers de jeunes africains, dont des Sénégalais, empruntent la voie maritime, la pirogue pour ne pas la nommer, pour aller vers l'Europe. Mais on a, à travers la littérature, les différentes sorties des acteurs, on a tendance à lier pour la question de la surexploitation de la ressource halieutique, l'activité de pêche qui est complètement un peu en retrait, qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on constate cette ruée vers l'Europe à travers les pirogues. Est-ce qu'il existe-t-il selon vous, vraiment, en tant qu'acteur de la pêche, ce link-là, est-ce qu'il est aussi tenu? Je crois que le link entre ce qu'on appelle l'immigration irrégulière, parce que j'aime pas trop l'immigration clandestine, parce que je me dis que ces gens qui y vont, c'est leur droit d'aller chercher un lendemain meilleur. Donc je considère que peut-être le chemin qu'ils empruntent n'est pas le meilleur, mais il faut aller assez loin pour se demander quelle est la cause de cette ruée vers l'étranger, mais surtout en passant par la voie maritime. Parce que quand on dit passer par la voie maritime, si c'était la voie routière, c'est un chauffeur avec son permis de conduire qui doit te conduire. Si c'est par les airs, donc il y a un pilote. Mais si c'est par les eaux, forcément il y a un capitaine pêcheur. Pourquoi ce capitaine pêcheur accepte aujourd'hui de transporter des populations sénégalaises, guinéennes, ivoiriennes, maliennes, donc un peu de toute l'Afrique, vers les îles Canaries? Ce que ça démontre, c'est cette expérience que ce pêcheur a. Où est-ce qu'il l'a appris? Parce qu'il n'a pas été à l'école des pêches, il n'a pas été à l'école des navigations. Donc il l'a appris à partir d'un métier qu'il a hérité de ses parents. Et c'est à partir de ce métier qu'il peut s'orienter à l'aide des étoiles
à l'aide du vent, à l'aide de la houle. Donc il y a beaucoup de paramètres qui lui permettent de pouvoir s'orienter et de savoir que pour aller en Espagne, voilà le chemin que je dois emprunter. Et ce pêcheur, il avait un métier. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce pêcheur accepte de laisser son métier là pour conduire d'autres semblables de lui, c'est-à-dire d'autres pêcheurs, ou bien d'autres Sénégalais, ou d'autres Guinéens, ou Maliens, ou Ivoiriens, dans d'autres cieux? Donc il y a une raison. Quelle est la cause? Donc la cause, avant tout, c'est par rapport à ce que j'appelle le désespoir. Ce désespoir que ces populations ont pour se dire que je ne peux plus, à partir du travail que je faisais et qui me faisait nourrir, continuer à faire vivre ma famille. Donc c'est un désespoir. Ce désespoir a une cause. Parce qu'avant que ce pêcheur ne se dise « je vais laisser mon travail, qui est la pêche », c'est parce que la pêche ne nourrit plus son homme. Donc, M. Dia, si j'ai bien compris votre idée, aujourd'hui, en plus des capitaines qui conduisent ces pirogues-là, qui ont une certaine connaissance de la mer, de ses conditions, dans le lot aussi de ces migrants irréguliers, on recrute des pêcheurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche ne risque pas d'être confronté à un problème de ressources humaines d'ici quelques temps, si cette tendance se poursuit, en attendant de revenir sur la question des causes de cette surexploitation? Elle l'est même actuellement. La pêche, déjà, a commencé à ressentir le trop-plein de départ de pêcheurs. Mais il y a une mutation que nos autorités n'ont pas prise en compte. Quand on fait un recul de peut-être 15 ans vers les années 2006, les premières pirogues qui partaient, généralement, il n'y avait pas de pêcheurs. Généralement, je dirais qu'il n'y en avait pas du tout. Mais en majorité, ce n'était pas des pêcheurs. C'était qui? C'était surtout des capitaines pêcheurs qui avaient cette connaissance et cette capacité de pouvoir transporter des gens par voie maritime et les amener à une destination qu'ils veulent. Et ils demandaient qu'on les rémunère. Donc ils recevaient une rémunération par rapport à ce travail qu'ils faisaient. Et dès qu'ils arrivaient là-bas, ils préféraient retourner encore au Sénégal pour venir travailler. Et cette mutation qui s'est passée, des années après, peut-être 10 années, 15 années, aujourd'hui, on constate que c'est des pêcheurs qui vendent leurs pirogues, qui vendent leurs moteurs et qui préfèrent entrer dans ces pirogues pour aller partir. Donc il y a une mutation. Qu'est-ce qui a amené cette mutation? Et je crois que c'est une question que devraient se poser nos autorités, surtout au niveau côtier, c'est-à-dire surtout entre le Sénégal et la Gambie, parce que ce même problème ne se passe pas au Mali, ne se passe pas en Guinée, ne se passe pas en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui empruntent ces pirogues, certains viennent de la Mauritanie, certains viennent de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, donc des pays limitrophes. Mais ceux qui viennent de là-bas, ils peuvent ne pas être des pêcheurs. Mais depuis quelques années, on constate que surtout entre 2020, depuis l'avènement de la Covid jusqu'à aujourd'hui, ceux qui partent sont majoritairement des pêcheurs. Et je vois que nos autorités ne veulent pas l'accepter. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Ceux qui partent sont majoritairement des pêcheurs. Et même quand on regarde la presse d'hier, j'ai vu un communiqué qui nous vient de Fastboy où il déclare qu'il y a plus de 150 pêcheurs qui sont entrés dans une pirogue et qui ne sont pas arrivés à destination. Et ils disent dans le communiqué que tous sont des pêcheurs ou bien des fils de pêcheurs. Donc la donne a changé. La donne avant, c'était le pêcheur qui avait la connaissance, à qui on payait et qui pouvait transporter des gens peut-être à partir des passeurs ou autres personnes. Mais selon vous maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement de cette donne-là? Au début, c'était juste peut-être des capitaines qui conduisaient des migrants et qui revenaient pour s'occuper de leur activité. Mais aujourd'hui, en plus même des capitaines, c'est des pirogues remplies de pêcheurs, des pêcheurs qui vendent leur matériel pour aller migrer vers l'Europe. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais c'est la crise que vit ce secteur-là. Et cette crise-là, ce n'est pas seulement ressentie par les pêcheurs. Même le Sénégalais lambda, dans sa famille, le ressent. Il n'y a pas un Sénégalais à qui tu disais qu'il y a 15 ans, 20 ans derrière, tu pouvais acheter une sardinelle à 500 francs. Au niveau des marchés, la sardinelle maximum, ça coûtait 100 francs. C'était le maximum. Au niveau des plages, c'était un seau rempli de sardinelles qu'on te vendait à 100 francs. C'est le yaboy. C'est le poisson des Sénégalais.
Je dirais, il y a certains qui disent que c'est le poisson des pauvres, mais non, pour moi, ce n'est pas le poisson des pauvres. C'est le poisson des Sénégalais parce que c'est le poisson sur lequel tous les Sénégalais peuvent se baser pour avoir leur thiéboudienne national. Et quand aujourd'hui, cette sardinelle, quand tu allais à la plage, quand tu es un pêcheur, tu n'achetais même pas de la sardinelle. C'était gratuit pour toi. Quand tu vas à la plage, tu peux avoir un seau rempli de sardinelles. Même ici, c'est ce qu'ils sont habitués à Dakar. Nous, quand on était étudiants, quand on apprenait à Dakar, tu voyais des femmes porter des bassines à travers les rues de Dakar pour dire voilà de la sardinelle. Voilà de la sardinelle. Quel Sénégalais a vu ça aujourd'hui depuis ces 10 dernières années? Ça veut dire que la sardinelle qui était là, ou bien le poisson sénégalais qui était là, n'a pas été très bien géré. Et finalement, il y a une surcapacité de pêche qui a été mise sur les routes sénégalaises jusqu'à ce que ce poisson se raréfie. Et cette raréfication de ce poisson a des conséquences. Et ces conséquences en font partie ce départ massif de beaucoup de Sénégalais vers d'autres lendemains. Donc cette surcapacité de pêche dont vous venez de faire état là, où est-ce qu'on pourrait la chercher? Est-ce qu'au niveau de la pêche industrielle, la pêche artisanale, où est-ce que ça se situe? Pour moi, cette surcapacité, ce n'est pas même de le situer en termes de pêche artisanale et en termes de pêche industrielle, c'est de le situer en termes de gouvernance des pêches. C'est une gouvernance défaillante de nos pêches qui nous a fait arriver à ce stade. Et je m'explique. Regardons les pays limitrophes où nous sommes, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Maroc, la Gambie ou le Sénégal. Nous avons ce qu'on appelle des stocks partagés. Cette sardinelle dont je parle, ces petits pélagiques, sont des stocks partagés qui partent du Maroc pour aller jusqu'en bas, traverser la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et revenir pour remonter encore vers le Maroc. Et il n'y a pas une gestion commune de nos États sur ces espèces-là. Et normalement, il devait y avoir une gestion commune sur ces espèces. Mais ils n'ont pas une gestion commune sur les espèces transfrontalières. Si dans un pays donné, il y a des autorisations de pêche qui sont données, comme on le dit dans certains pays, ou bien des accords de pêche qui sont signés entre un État et d'autres pays, ces États donnent en partie un poisson qui devait migrer vers d'autres cieux et qu'on y fasse une pression terrible. Les conséquences ne se reposeront pas sur ce pays-là. Par exemple, si le Sénégal donne des autorisations de pêche à des navires étrangers, les conséquences de cela ne se limiteront pas au Sénégal. Et c'est cette conséquence de donner des accords de pêche. Aujourd'hui, le Sénégal a des accords de pêche sur le thon, sur la merlue avec l'Union européenne. Mais côté État, on va te dire que non, ce sont des espèces transfrontalières. Si on ne donne pas d'accord, les autres pays vont donner des accords. Mais l'Union européenne a une politique commune de pêche. Les 27 États de l'Union européenne se sont regroupés pour se former et se dire que nous allons avoir une seule politique. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos États, au sein de la Commission sous-régionale des pêches, d'avoir cette même politique et de dire à l'Union européenne, vous n'allez pas discuter avec nous séparément. Aujourd'hui, l'Union européenne, quand il veut des poissons africains, il va trouver un accord avec la Mauritanie, un accord avec le Sénégal, un accord avec la Gambie, un accord avec la Sierra Leone. Regardez comment ils nous divisent pour prendre ce qui devait nous servir en termes d'alimentation. C'est ça, aujourd'hui, cette surcapacité dont je parle. Et maintenant, dans cette surcapacité, l'État prend des fois des mesures qui peuvent être salutaires, mais des fois qui peuvent être nuisibles à certains. Si je vous dis que depuis 2012, l'État a pris un arrêté interdisant aux pêcheurs sénégalais d'avoir de nouvelles immatriculations de pirogues. C'est-à-dire que si tu es un pêcheur sénégalais, étant un Sénégalais bon teint, habitant à Saint-Louis, à Yarar, à Mbour ou Joal, donc dans une zone de pêche, tu n'as pas le droit de construire une nouvelle pirogue parce que on a constaté qu'il y a une surcapacité. On l'interdit aux pêcheurs sénégalais. Mais cette surcapacité devrait leur dire, non, si on interdit aux Sénégalais d'avoir de nouvelles pirogues, on ne devrait pas permettre à un navire beaucoup plus puissant que cette pirogue sénégalaise de venir dans les eaux sénégalaises et pêcher. Et pourtant, pendant qu'ils avaient pris cet arrêté, entre cet arrêté et aujourd'hui, ils ont fait des accords de pêche avec l'Union européenne. Il y a eu des licences de pêche qui ont été données à des navires d'origine douteuse.
C'est-à-dire des navires où on dit que c'est un Sénégalais, un Ndiobène, puisque ce sont mes cales que je connais les plus, c'est un Ndiobène qui a dit que ce bateau lui appartient, tout en sachant que ce bateau n'est pas sénégalais. Mais aujourd'hui, si au niveau de la sous-région, les États peinent à s'entendre pour parler d'une seule voix, que font les acteurs de la pêche sénégalais, bissau-guinéens, mauritaniens? Est-ce qu'il existe des ententes ou bien des cadres qui leur permettent quand même de frapper d'un seul coup et puis de contraindre même les États à se retrouver à prendre des mesures qu'il faut pour sauvegarder la ressource? Même s'ils ne l'avaient pas, aujourd'hui, ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de défendre leur métier. Et pour défendre ce métier, ils sont obligés de parler à tous les États. Parce qu'il y va de la responsabilité de tous nos États. Au niveau local, les organisations existent. Si je prends juste l'exemple du Sénégal, il y a beaucoup d'organisations de pêche, mais en termes de gestion des ressources, il y a une organisation qu'on appelle le Conseil local de pêche artisanale. Il y en a 41 au Sénégal. Pendant que nous étions dans cela, nous avons eu à piloter un projet pour les monter en réseau. C'est-à-dire qu'ils soient unis et qu'ils prennent des décisions qui peuvent être salutaires pour tout un chacun. Et aujourd'hui, il y a un réseau national des CLPA du Sénégal qui est dirigé par Alassane Diatta qui habite dans la région de Ziguinchor. Et ce réseau, il peut se dire ou bien prendre des mesures de gestion à partir d'un CLPA local. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les CLPA situés sur la frange côtière de la petite côte sénégalaise observent une période de repos biologique qu'on appelle période de repos biologique, c'est-à-dire une période où on interdit aux pêcheurs d'aller faire la pêche nocturne de la sardinelle ou bien des petits pélagiques pendant 6 mois. Donc eux, ils ont commencé à s'organiser. Mais même quand ils s'organisent et qu'eux, ils prennent des décisions, et qu'en contrepartie, l'autre frange, c'est-à-dire la pêche industrielle, ces mesures ne concernent pas la pêche industrielle, pendant que toi, tu ne pêches pas la nuit pour protéger tes ressources, un autre a la latitude de venir pêcher. Ça ne va pas aller. Donc il va falloir qu'ils se regroupent. Ils ont commencé, parce qu'aujourd'hui, il y a la CAOPA, la Confédération africaine des acteurs de la pêche au niveau de l'Afrique, qui est dirigée ici par un Sénégalais, M. Gaoussougueï, que je salue au passage. Donc, il y a ça qui a commencé à voir le jour. Mais jusqu'à quand, aujourd'hui, les pays membres de la Commission sous-régionale des pêches, jusqu'à quand ces pêcheurs-là comprendront, il faut qu'ils unissent leurs forces, il faut qu'ils parlent d'une même voix, pour que nos États les entendent et prennent des mesures pour une gestion durable des ressources halieutiques. Monsieur Ndiaye, parlant de l'État, tout dernièrement, je crois qu'ils ont pris même une mesure en se basant sur la commission consultative d'attribution des licences de pêche pour interdire de nouvelles attributions de licences. Que pensez-vous en tant qu'aujourd'hui acteur et chargé de campagne aussi au niveau de Greenpeace Afrique? Quelle réflexion faites-vous de cette mesure prise par l'État du Sénégal? Au niveau de Greenpeace, nous avons salué la mesure que le ministre chargé de la pêche du Sénégal a pris pour dire que je vais suivre les recommandations de la commission consultative. Donc nous félicitons cela, cet acte, c'est-à-dire de reconnaître que dans cette commission, il y a des connaisseurs, c'est-à-dire il y a des scientifiques, il y a des organisations, il y a des organismes qui sont là-bas, qui sont chargés de regarder, de veiller, de contrôler le niveau d'exploitation de nos ressources. Et quand ces organisations disent nous sommes à un niveau de pleine exploitation, nous sommes à un niveau de surexploitation, nous recommandons de ne pas donner. Si le ministère suit, ça on se dit que c'est à féliciter. Mais il y a d'autres choses qui doivent être faites dans ce secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette commission qu'on appelle la commission consultative d'attribution des licences, elle est composée en majorité des gens de l'administration des pêches. Les acteurs de la pêche artisanale n'ont qu'un seul représentant dans cette commission, qui compte 13 membres. La pêche industrielle a un seul représentant. Les industries qui transforment le poisson et qui l'exportent aussi ont un seul représentant. Donc sur les 13 membres, il y a 10 étatiques. Ça, c'est l'un des problèmes. La composition devrait être revue. La deuxième des choses, c'est que cette commission elle est consultative, elle n'est pas délibérative. C'est-à-dire les avis de la commission ne lient pas le ministre. Il ne peut pas forcer le ministre à ne pas donner de licence. Donc pendant que les gens se réunissaient,
le ministre avait toute la latitude de donner les licences dans d'autres commissions qui ont été tenues avant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant donc? Il faut revoir la loi encadrant cela. Donc la loi 2015-018 portant code de la pêche maritime sénégalaise. Il faut que cette loi soit revisitée, mais en la revisitant, que l'on règle aussi ce problème de représentativité dans cette commission et dans les autres commissions comme celle-là. Parce que ce n'est pas la seule commission. Il y a beaucoup de commissions. Il y a la Commission nationale consultative des pêches maritimes. Donc il y a d'autres commissions qui sont là. Et dans toutes ces commissions, on devrait revoir la représentativité de ces acteurs au sein de cela, mais aussi prendre en compte leurs avis. Parce que c'est eux qui vivent de ce poisson et qui font vivre les Sénégalais de ce poisson. Et là-bas, souvent, l'État ne le prend pas en compte. Ils oublient que ces pêcheurs, qu'ils soient des analphabètes, qu'ils soient des gens qui ne connaissent pas, qu'ils soient des gens qui ne soient pas au courant des textes en vigueur, mais au moins, à partir du travail qu'ils font, ils font vivre leur famille, mais ils font vivre les familles sénégalaises et au-delà des familles sénégalaises, les familles de l'Afrique de l'Ouest tout entière. D'accord, mais en plus de ces mesures-là prises par l'État du Sénégal et même les autres États de la sous-région, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité d'échange de bonnes pratiques et de cohésion au niveau de l'espace ouest africain pour que vraiment le poisson puisse revenir comme ce fut le cas d'antan? Je crois que la première des choses à faire, c'est d'avoir un programme déjà de régénérance des ressources halieutiques. Et parmi ces programmes, il faut que l'État ratifie certaines lois. Aujourd'hui, quand on parle de la convention 30 by 30, c'est-à-dire la convention 30-30 des Nations Unies, qui demande que l'on protège au moins 30% des océans de la haute mer. Par exemple, les Nations Unies l'ont déjà ratifié, il faut déjà aussi que nos États puissent se dire, nous devons respecter ces engagements-là. C'est l'une des premières. L'autre chose, c'est prendre des mesures de gestion durables et éliminer les mesures de gestion, ou bien des autorisations qui font que la pêche va redevenir toujours dans cette crise et pousser les Sénégalais vers l'extérieur. Quand je parle de mesures de gestion qui ne sont pas durables, je parle par exemple de la non-application de certaines recommandations. Par exemple, il y a quelques années, au niveau de Greenpeace, nous avons mené des enquêtes pour savoir le tonnage de choses brutes que déclarent les bateaux qui ont des licences sénégalaises. Et il a été décelé qu'une grande majorité des bateaux qui viennent pêcher au Sénégal, quand ils te disent que moi, ma capacité c'est 100 tonnes, en réalité, il a une capacité de 1000 tonnes. Et nous avons eu à donner ces recommandations à qui de droit, c'est-à-dire à l'État sénégalais, à partir de ces directions. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une mesure qui a été prise pour le rejaugage des navires de pêche sénégalaise de pêche industrielle. Et l'organisation, selon l'agence chargée de cela, c'est l'ANAM, à un moment donné, ils avaient dit qu'ils allaient prendre des mesures. Une année après, ils n'avaient pas pris. Il y avait même des activistes qui s'étaient levés pour demander à l'ANAM qu'est-ce qui vous empêche de faire le travail qui vous est escompté. L'autre chose, c'est aujourd'hui par rapport à la destruction des métiers qui poussent ces gens vers l'extérieur. Prenons l'exemple de la farine de poisson. Aujourd'hui, parmi les mauvaises politiques que donnent nos États, cette farine de poisson en fait partie. Quand l'État du Sénégal permet aujourd'hui à des entreprises de venir prendre ce poisson dont je parlais, la sardinelle, les chinchards et autres, le transformer en farine, ce poisson qui faisait nourrir les Sénégalais, aussi bien de la côte que de l'intérieur, le transformer en farine pour aller nourrir un chat d'un toubab. C'est quoi? C'est-à-dire même nos États ne savent pas que moi, quand je protège ma sardinelle, je fais vivre des millions de Sénégalais. Et au-delà de ces millions de Sénégalais, des millions d'Ouest-Africains. Non, je préfère que quelqu'un vienne là me dire que je vais créer de l'emploi. Je dis, OK, puisque j'ai dans mes politiques la création de au moins 1000 emplois ou 200 emplois, je me dis que non, donc je vais installer des usines de farine de poisson. Tout en se doutant pas que ces usines de farine vont détruire des milliers d'emplois au lieu de créer 200 emplois. Ces pêcheurs qui partent, ils partent parce que le poisson qu'ils devaient pêcher, il y a d'autres bateaux qui les ont pêchés, qui ont ravitaillé ces usines de farine pour qu'on transforme ce poisson en farine animale pour aller nourrir un poisson pour un Norvégien, pour un Écossais ou pour un Français.
Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Océan Afrique, à Greenpeace Afrique. Nous remercions d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous pendant 25 minutes. Chers auditeurs, internautes, téléspectateurs et lecteurs de immedia.sn, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le 5e numéro de 25 minutes pour éclairer. Merci.